Pouvons-nous avoir vos restes, monsieur? Demanda une femme simple. Le millionnaire la regarda et resta figé. Parfois, le salut arrive sous la forme la plus inattendue, une jeune fille avec un bébé qui demande les restes d'un dîner dans un restaurant chic. C'est l'histoire de la façon dont une seule question, puis-je avoir ce que vous ne finissez pas, a changé la vie de 2 personnes pour toujours. Celle d'un homme qui se cachait depuis 10 ans derrière les murs de sa richesse pour fuir la douleur, et celle d'une jeune femme qui avait tout perdu, sauf sa capacité d'aimer. Une histoire qui rappelle que les vraies familles ne se construisent pas par les liens du sang, mais par le choix quotidien de prendre soin les uns des autres. Avant de commencer le récit, écrivez en commentaire de quelle partie du monde vous nous regardez aujourd'hui. La chaise vide en face de John Maxwell ressemblait à une plaie béante qui ne cicatrisait pas depuis 10 ans. Chaque soir, il s'asseyait à la même table près de la fenêtre du restaurant Le Pavon, commandait un dîner pour 2 et ne touchait pas à la nourriture. Les serveurs étaient depuis longtemps habitués aux manies de ce riche client et enlevaient les plats intacts sans un mot. Ce soir-là ne différait pas des centaines d'autres. Dehors, la pluie d'octobre brouillait les lumières de la ville en taches floues. John contemplait son reflet dans la vitre, un homme de 48 ans, les tempes prématurément grisonnantes et le regard fatigué. Propriétaire d'un empire technologique valant des centaines de millions de dollars, mais incapable d'acheter la seule chose qu'il désirait vraiment, remonter le temps. 10 ans plus tôt, à cette même table, Lillian, sa femme, riait de ses plaisanteries et planifiait le week-end avec leur petit Caleb, alors âgé de 3 ans. Maintenant, à la place de sa voix, il n'y avait plus que le silence du restaurant et le martèlement de la pluie sur les vitres. « Monsieur, puis-je avoir ce que vous ne finissez pas ?» La voix était douce, hésitante. John leva les yeux et aperçut une jeune fille d'une vingtaine d'années, un bébé dans les bras. Un manteau usé, de vieilles baskets, les cheveux trempés par la pluie. Dans ses bras dormait un nourrisson de 8 mois, enveloppé dans une couverture élimée. Les serveurs se dirigeaient déjà vers eux, prêts à les raccompagner poliment mais fermement vers la sortie. Mais quelque chose dans les yeux de la jeune fille arrêta John. Ce n'était pas du désespoir, ni une demande de pitié, mais une lueur d'espoir tranquille mêlée à l'acceptation d'un possible refus. Bien sûr, dit-il en poussant vers elle son assiette intacte avec le steak et la garniture. Prenez. La jeune fille s'approcha avec précaution. John remarqua la façon dont elle se tenait droite malgré la fatigue, et la douceur avec laquelle elle soutenait la tête du bébé. Merci, murmura-t-elle en enveloppant soigneusement la nourriture dans un linge propre sorti de son sac. C'est très important. Comment vous appelez-vous? Demanda John malgré lui. Emily, répondit la jeune femme. Et voici Noah. Le bébé s'éveilla au son des voix et gémit doucement. Emily sortit de son sac une petite cuillère en plastique et commença à l'alimenter avec précaution, ramollissant les morceaux de nourriture. Ses gestes étaient si tendres, si patients, que John ressentit un étrange serrement dans sa poitrine. Il avait faim? Demanda-t-il. Oui, admit Emily. La journée a été difficile. John observa la scène. Aucune hâte, aucune irritation, seulement une patience maternelle infinie. Noah avala quelques cuillerées et émit un petit grognement de contentement. Et vous, vous allez manger? Demanda John. Plus tard, répondit Emily évasivement. Noah d'abord. John comprit qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour elle. Il fit signe au serveur. Apportez un autre dîner et de la nourriture pour bébé, si vous en avez. Non, ce n'est pas nécessaire, protesta vivement Emily. Je n'ai rien demandé. Je sais, coupa John, mais laissez-moi faire. Il ne pouvait expliquer ce qui se passait en lui. Depuis 10 ans, il ne ressentait que le vide, et voilà qu'une étincelle fragile traversait enfin son indifférence. En attendant la commande, Emily raconta son histoire. Elle étudiait pour devenir infirmière quand elle est tombée enceinte en 2e année. Le père de l'enfant disparut aussitôt. Ses parents la rejetèrent, estimant qu'elle avait déshonoré la famille. Elle dut abandonner ses études et chercher du travail, mais avec un nourrisson, c'était presque impossible. « Où vivez-vous » demanda John. « Nous avons un endroit » répondit Emily évasivement. « Quel endroit » ? Temporaire. Elle serra Noah plus fort contre elle. Nous nous débrouillons. Le serveur apporta un repas chaud.
Émilie mangea lentement, en petites bouchées, visiblement pour prolonger le plaisir. John remarqua qu'elle évitait la viande, ne prenant que les légumes et le pain. « Et la viande » demanda-t-il. « Je suis végétarienne » mentit Émilie. John comprit qu'elle gardait la partie la plus nourrissante pour plus tard, afin de manger le lendemain ou le surlendemain. « Écoutez, je peux vous aider. Vous trouvez un travail, un logement. »« Non » répondit fermement Émilie. « Merci pour le repas, mais je n'accepterai pas d'argent. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je ne veux pas être redevable. Nous nous en sortirons seuls. » Il retrouva dans sa voix la même fierté que chez Lilian. Sa femme aussi n'acceptait jamais l'aide comme un dû, toujours prête à rendre le bien par le bien. Si pas de l'argent, alors simplement de l'aide, insista John. De la nourriture, un endroit chaud pour dormir. J'ai seulement besoin d'un jour, dit Émilie doucement. Un seul jour où Noah sera au chaud, rassasié et en sécurité. Pour savoir qu'il peut être heureux. Ces mots frappèrent John comme la foudre. Il se souvint de ses propres prières, avoir un seul jour de plus pour voir Caleb grandir, entendre le rire de Lilian. Un jour qu'il n'avait jamais eu. « Je dois y aller » dit Émilie en emballant les restes. « Merci pour tout. » Elle se leva, rajusta la couverture de Noah et se dirigea vers la sortie. John la suivit du regard, voyant sa silhouette frêle disparaître dans la foule sous la pluie. Quelque chose le poussa à se lever et à marcher derrière elle. Dehors, l'averse s'intensifia. John vit Émilie avancer rapidement sur le trottoir, protégeant son enfant sous son manteau. Il la suivait à distance, sans comprendre pourquoi. Elle tourna dans une ruelle et s'arrêta près d'une vieille voiture délabrée, une Honda rouillée. Elle ouvrit prudemment la portière arrière et s'y installa avec Noah. John resta figé dans l'ombre du bâtiment. C'était donc là qu'il vivait, dans une voiture, dehors, sous la pluie. Il vit s'allumer une faible lumière à l'intérieur, sans doute une lampe de poche à pile. Par la fenêtre entr'ouverte s'échappait la voix douce d'Émilie. Elle chantait une berceuse en berçant son fils. La voix était pure, tendre, pleine d'amour malgré toutes les privations. « Dors, mon bébé, ferme les yeux, que le sommeil emporte tous les chagrins. Demain, le soleil se lèvera pour nous. » John se tenait sous la pluie et pleurait pour la première fois depuis 10 ans. Il pleurait de douleur, de pitié, et de quelque chose d'autre qu'il ne savait pas nommer. Cette jeune femme avait tout perdu, sa famille, sa maison, son avenir. Mais elle n'avait pas perdu la capacité d'aimer, d'espérer, de chanter des berceuses. Et lui, qui possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, avait perdu la capacité de ressentir. Émilie s'apaisa dans la voiture. Sans doute s'étaient-ils endormis. John marcha lentement jusqu'à sa Bentley, garée à quelques rues de là. Sa tête bouillonnait de pensées. Il ne pouvait tout simplement pas partir et oublier. Quelque chose avait changé en lui au cours de cette heure. Les murs qu'il avait construits autour de son cœur pendant 10 ans s'étaient fendus, laissant filtrer un premier rayon de lumière. Le lendemain, John fut incapable de se concentrer au travail. Les négociations avec les investisseurs, les présentations de nouveaux projets, les rapports, tout lui semblait dépourvu de sens. Dans sa tête résonnait la berceuse qu'Émilie chantait à Noah, sous la pluie, dans cette voiture délabrée. Le soir, il se retrouva de nouveau dans la ruelle. La Honda était toujours au même endroit. À l'intérieur brillait une faible lumière. On entendait les pleurs de l'enfant et la voix rassurante de sa mère. John attendit qu'il s'endorme, puis s'approcha doucement de la voiture. Sur le capot, il déposa un sac avec de la nourriture pour bébé, des couches et un thermos de soupe chaude. Il partit sans attendre le matin. Au petit matin, le sac n'était plus là, Émilie l'avait trouvé. Ainsi commença un lien étrange et invisible. Chaque soir, John revenait dans la ruelle, attendait qu'il s'endorme et laissait quelque chose d'utile, du lait infantile, des vêtements chauds pour Noah, de la nourriture pour Émilie, parfois une fleur, simplement pour montrer que quelqu'un pensait à eux. La première semaine, Émilie avait manifestement peur. Elle prenait les choses laissées avec précaution, regardant autour d'elle, cherchant son bienfaiteur inconnu. Mais peu à peu, la peur se transforma en une prudente espérance. John observait leur vie changer. Noah paraissait en meilleure santé, ses joues reprenaient des couleurs, il souriait plus souvent.
Émilie n'avait plus l'air exténué, ses gestes gagnaient en assurance. 2 semaines plus tard, elle laissa un mot sur la vitre de la voiture, « Merci. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous nous avez sauvés. Émilie. » John ne répondit pas, mais garda le billet. C'était le premier remerciement qu'il recevait depuis 10 ans. Il commença à étudier leur quotidien. Chaque jour, Émilie partait chercher du travail. Il la voyait sortir le matin dans sa seule robe convenable, laissant Noah dans la voiture. Elle revenait généralement abattue. Peu de gens acceptaient d'embaucher une femme avec un nourrisson dans les bras. John engagea un détective privé pour en apprendre davantage sur son passé. Il découvrit qu'Émilie avait réellement étudié pour devenir infirmière, qu'elle était brillante et rêvait de travailler dans un hôpital pour enfants. Ses parents, enseignant dans une petite ville, étaient très religieux et stricts. Quand elle tomba enceinte, ils lui imposèrent un ultimatum, donner l'enfant à l'adoption ou ne plus jamais revenir à la maison. Émilie choisit son fils. John comprit que cette jeune femme avait tout sacrifié pour la maternité, comme Lillian, autrefois, avait sacrifié sa carrière pour sa famille. Un soir, il vit Émilie pleurer dans la voiture, serrant Noah contre elle. Le bébé geignait, visiblement souffrant. John ne put supporter davantage, s'approcha et frappa à la vitre. « Émilie, c'est moi, dit-il. Celui qui laisse les affaires. Que arrive-t-il à Noah ?» Elle le regarda avec effroi, puis reconnut l'homme du restaurant. « C'était vous, murmura-t-elle. Il a de la fièvre depuis 2 jours, et je ne sais pas quoi faire. » Sa voix tremblait. « Les cliniques n'acceptent pas sans assurance, et je n'ai pas d'argent pour un médecin privé. »« Je connais un bon pédiatre, » répondit John. « Le docteur Harris. Il acceptera de venir ici. Mais je ne pourrai pas payer. »« Ce n'est pas nécessaire. Laissez-moi vous aider. » 1 heure plus tard, le médecin arriva dans la ruelle. Il examina Noah dans la voiture, à la lumière d'une lampe de poche. « Rien de grave, rassura-t-il. Un simple rhume, mais l'enfant a besoin de chaleur, de repos et des bons médicaments. » Il prescrivit des traitements, donna des conseils. John régla tout, demandant au médecin de taire son identité. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Émilie après le départ du docteur. John resta longtemps silencieux avant de trouver les mots. « J'avais une famille autrefois, dit-il enfin. Une femme et un fils. Ils sont morts il y a 10 ans. Depuis, je vis comme un robot. Je travaille, je mange, je dors, mais je ne ressens plus rien. Et maintenant, vous ressentez quelque chose. » « Oui. Pour la première fois en 10 ans. Grâce à vous et à Noah. » Émilie effleura doucement sa main. « Je suis désolé, pour votre famille. » « Merci. » John regarda Noah endormi dans ses bras. « Vous savez ce qu'il y a de plus étrange? Je pensais vous aider, mais en réalité, c'est vous qui m'aidez. Vous m'avez rappelé ce que signifie vivre. Vivre vraiment, et non pas seulement exister. » Noah gémit dans son sommeil, et Émilie se mit à fredonner doucement la même berceuse qu'elle chantait la première nuit sous la pluie. John ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix. « Émilie, dit-il, je veux vous louer un appartement. Petit, mais avec chauffage, eau chaude, un vrai lit pour Noah. Je ne peux pas accepter un tel cadeau. Ce n'est pas un cadeau, c'est un loyer. Vous paierez quand vous trouverez du travail. En attendant, vivez simplement. Et si je ne trouve pas de travail? Vous en trouverez, j'en suis sûr. Vous avez quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, un bon cœur et une volonté forte. » Émilie pleurait doucement, essayant de ne pas réveiller son fils. « Pourquoi êtes-vous si bon avec moi ?» demanda-t-elle à travers ses larmes. « Parce que vous m'avez rappelé qui j'étais autrefois, avant de tout perdre. Et maintenant, je comprends que je n'ai pas tout perdu. Il reste encore quelque chose d'humain en moi, et cela compte aussi. » L'appartement était petit mais chaleureux, une pièce au 2e étage d'une vieille maison dans un quartier tranquille. Émilie y emménagea 1 semaine après sa conversation avec John, n'en revenant toujours pas de son bonheur. Noah avait un vrai petit lit d'enfant, elle un canapé et une table, de l'eau chaude, du chauffage, un réfrigérateur rempli, un paradis après des mois passés dans une voiture.
John venait chaque jour, discrètement, simplement pour prendre des nouvelles, apporter ce qui manquait. Peu à peu, ils s'habituèrent à sa présence. Noah tendait les bras vers lui, et Emily ne se raidissait plus quand il arrivait. « J'ai trouvé du travail », annonça-t-elle un soir. « Dans une clinique privée, comme infirmière de nuit. »« C'est merveilleux », se réjouit John. « Et qui s'occupera de Noah ? Ma voisine a accepté. Madame Parker, une retraitée. Elle aime les enfants. » John voyait Emily s'épanouir. Le travail lui apportait non seulement de l'argent, mais aussi de la confiance en elle. Elle se sentait de nouveau utile, nécessaire. Noah changeait lui aussi. Le bébé de 8 mois commençait à ramper, à babiller, à rire. Ses joues étaient rondes, ses yeux clairs. Il se tendait vers le monde avec la curiosité des enfants. John se surprenait à attendre leur rencontre. Après le travail, il ne rentrait plus dans son manoir vide, mais dans ce petit appartement où l'accueillaient des sourires et de la chaleur. Mais en novembre, arriva ce que tous redoutaient. John était au bureau, en réunion du soir, lorsqu'il reçut un message d'Emily. « Noah est malade. Très mal. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi. » Il s'excusa auprès de ses collègues et fonça à la clinique. Emily l'attendait dans le couloir, pâle, les yeux rougis de larmes, tenant dans ses bras un Noah amorphe. « Que s'est-il passé ? » demanda John. « Il a presque 40 de fièvre, il respire mal. Et à l'accueil, ils m'ont dit que sans assurance, ils ne le prendraient pas, sauf en cas de danger vital. » Sa voix tremblait. « Mais je vois bien qu'il va très mal. » John regarda Noah. Le bébé paraissait effectivement malade, brûlant, apathique, respirant trop vite. « Où est le médecin-chef ? » demanda-t-il à l'infirmière de l'accueil. « Dr Stevens ne reçoit que des patients assurés, » répondit-elle d'un ton indifférent. « Allez le chercher, dites-lui que John Maxwell veut lui parler. » Le nom eut un effet magique. 5 minutes plus tard, apparut le médecin-chef, un homme d'âge moyen en blouse blanche. « Monsieur Maxwell » s'étonna-t-il. « Qu'est-ce qui vous amène dans notre clinique ? » « Cet enfant, » dit John en désignant Noah, « a besoin d'une aide immédiate. Je paierai tous les frais. »« Bien sûr, monsieur Maxwell, tout de suite. » Noah fut emmené dans une chambre, branché aux appareils, des analyses furent faites. Le diagnostic était grave, pneumonie. Sans traitement, une insuffisance respiratoire pouvait se développer. « Heureusement que vous l'avez amené à temps, » expliqua le médecin. « Quelques heures de plus, et il aurait été trop tard. » Emily pleurait de soulagement et de gratitude. John la serra dans ses bras. Pour la première fois depuis 10 ans, il étreignait quelqu'un sans ressentir de culpabilité envers la mémoire de Lillian. Ils passèrent toute la nuit à l'hôpital. Noah dormait sous perfusion. Sa respiration s'apaisait peu à peu. Emily somnolait dans un fauteuil près du lit, et John les regardait simplement. Cette nuit-là, quelque chose se brisa définitivement en lui. Les murs qu'il avait construits autour de son cœur s'effondrèrent. Il comprit qu'il aimait cet enfant et cette femme, non comme un substitut de la famille perdue, mais comme une nouvelle famille. « John » murmura Emily en se réveillant à l'aube. « Merci, sans vous. »« Chut » dit-il en lui prenant la main. « Tout va bien. Noah va guérir. »« J'ai eu si peur de le perdre, » avoua-t-elle. « Il est tout ce que j'ai. »« Pas tout, » dit doucement John. « Tu m'as aussi. » Elle le regarda avec étonnement. « Emily, » poursuivit-il, « je ne sais pas ce qui se passe entre nous, mais je sais que je ne veux pas vous perdre. Ni toi, ni Noah. Quant à ma femme et mon fils, ils resteront toujours dans mon cœur, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. » À midi, la fièvre de Noah était tombée. Il se réveilla, sourit et tendit les bras vers John. Celui-ci prit le bébé et comprit à cet instant que, quoi qu'il arrive, il ne pourrait plus vivre sans eux. 3 jours après la sortie de l'hôpital, une photo fit son apparition sur Internet. John Maxwell, célèbre millionnaire et veuf, sortant de la clinique avec un nourrisson dans les bras, aux côtés d'une jeune femme. La légende était éloquente, le magnate de la technologie et sa nouvelle famille. En 1 heure, l'image fit le tour des réseaux sociaux. Les commentaires furent cruels. Le vieux riche s'est acheté une jeunette.
Les os de sa femme ne sont même pas froids qu'il s'amuse déjà. Émilie lut tout cela et s'enferma dans l'appartement, refusant de sortir. Elle pleurait en allaitant Noah et répétait qu'elle avait tout gâché. « À cause de moi, ta réputation va souffrir », disait-elle à John au téléphone. « Les gens croient que je profite de toi. »« Je me fiche de ce que pensent les gens », répondait John. « Ce qui compte, c'est ce que nous pensons, nous. Mais ton entreprise peut en souffrir, et je ne veux pas être la cause de tes problèmes. » John comprit que le silence ne ferait qu'aggraver la situation. Les rumeurs et spéculations enflaient comme une avalanche. Il fallait dire la vérité. Il prit rendez-vous pour une interview avec une célèbre présentatrice, Sarah Cole. L'émission était en direct, suivie par des millions de téléspectateurs chaque soir. « Monsieur Maxwell », commença la journaliste, « Internet a explosé de photos de vous avec une jeune femme et un bébé. Pouvez-vous commenter votre relation ? » Bien sûr. John paraissait calme, mais Emily, qui regardait l'émission depuis chez elle, voyait la tension dans ses yeux. « Il y a 10 ans, j'ai perdu ma femme et mon fils de 3 ans dans un accident de voiture. Depuis, j'étais mort à l'intérieur. Et qu'est-ce qui a changé ? Il y a un mois, dans un restaurant, une jeune femme avec un bébé est venue me voir. Emily. Elle m'a demandé le reste de mon dîner, non pour elle, mais pour nourrir son enfant affamé. À cet instant, quelque chose s'est réveillé en moi. Vous voulez dire des sentiments amoureux ? Non, secoua la tête John. Je veux dire la capacité à ressentir tout court. Voyez-vous, Emily est une mère célibataire qui a tout perdu, mais qui n'a pas perdu la capacité d'aimer. Elle vit pour son fils. Et en voyant son dévouement maternel, j'ai rappelé ce que signifiait être vivant. Mais vous l'aidez financièrement ? Oui. Je leur loue un appartement, je paie les frais médicaux, j'achète de la nourriture. Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'ils m'ont sauvé. Dans quel sens ? John marqua une pause pour rassembler ses pensées. Pendant 10 ans, j'ai existé sans vivre. Je travaillais comme un robot, je mangeais sans appétit, je dormais sans rêve. Et puis j'ai vu une jeune fille de 19 ans, un bébé dans les bras, trouver la force de sourire malgré tout. Je l'ai entendue chanter des berceuses dans une voiture brisée sous la pluie, la voir sacrifier son dernier morceau de pain pour son enfant. Et cela vous a changé ? Cela m'a appris à ressentir de nouveau. La peur pour l'enfant d'une autre quand il est malade, la joie quand il sourit, la fierté quand sa mère trouve du travail. Je croyais que ces émotions étaient mortes avec ma famille. Sarah qu'on l'écoutait avec attention. Le studio était silencieux. Mais certains suggèrent qu'il y a entre vous une relation amoureuse. Il y a bien un lien entre nous, répondit John, mais pas celui que les mauvaises langues imaginent. C'est le lien de 2 personnes qui s'aident mutuellement à guérir. Emily m'a aidé à me rappeler ce que signifie vivre, et moi je l'ai aidé à croire qu'il existe encore de bonnes personnes dans le monde. Et que voulez-vous dire à ceux qui condamnent votre relation ? Demanda la présentatrice. John regarda droit dans la caméra. Je veux dire, ne jugez pas trop vite sans connaître toute la vérité. Emily est l'une des femmes les plus honnêtes et les plus fortes que je connaisse. Elle a refusé l'argent, une vie facile, tout ce qui aurait pu compromettre sa dignité. Elle n'a pris que ce qui était nécessaire pour son enfant. Et si cela fait d'elle une personne intéressée, alors je ne comprends pas la nature humaine. Et ensuite ? Demanda la présentatrice. Ensuite, je continuerai à les aider aussi longtemps qu'il le faudra, parce qu'ils sont ma famille désormais. Pas ma famille biologique, mais une famille par choix. Et ce n'est pas moins important. Après l'émission, la réaction fut inattendue. La plupart des commentaires étaient désormais favorables. Quelle belle histoire d'amour, pas romantique mais humaine. Que chaque enfant puisse avoir un tel protecteur. Emily pleurait en regardant l'interview. Pourquoi avez-vous fait cela ? Demanda-t-elle quand John va les voir. Parce que je veux que le monde sache la vérité sur la personne merveilleuse que tu es, et que je suis fier de faire partie de ta vie. Noah rampait sur le tapis, babillant joyeusement dans son langage à lui. Il rejoignit John, s'accrocha à son pantalon et tendit les bras avec insistance. On dirait qu'il veut que vous le preniez, sourit Emily. John prit le petit dans ses bras.
Noah entoura son cou de ses petites mains et poussa un grognement satisfait. Savez-vous ce qu'il y a de plus étonnant? Dit John. Pendant 10 ans, j'ai eu peur que si j'aimais à nouveau, je trahissais la mémoire de ma femme et de mon fils. Et maintenant je comprends, l'amour ne se divise pas, il se multiplie. 1 an plus tard, leur vie avait radicalement changé. Emily travaillait comme infirmière dans un hôpital pour enfants. Elle y avait été engagée après l'histoire diffusée à la télévision. Noah allait à la crèche, grandissait en bonne santé et heureux. Quant à John, il avait appris à être plus qu'un bienfaiteur, un véritable membre de la famille. Le premier signe de changement fut une lettre de la mère d'Emily. Brève, formelle, mais tout de même. Chère Emily, ton père et moi avons beaucoup réfléchi. Nous aimerions voir notre petit-fils, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Maman, je ne sais pas quoi faire, avoua Emily à John. D'un côté, je veux que Noah connaisse ses grands-parents. De l'autre, j'ai peur qu'il me rejette encore. Et que dit ton cœur? Qu'il faut essayer, pour Noah. Ils partirent passer le week-end dans la ville natale d'Emily. John resta à l'hôtel, ne voulant pas compliquer une rencontre déjà tendue par sa présence. La rencontre fut difficile. Les parents d'Emily, stricts et conservateurs, avaient du mal à accepter cette nouvelle réalité. Mais Noah fit fondre leur cœur. Le petit garçon de 18 mois babillait gaiement, tendait les bras vers sa grand-mère, riait en jouant avec son grand-père. « Il te ressemble à cet âge », dit la mère d'Emily en berçant son petit-fils. « Maman », demanda doucement Emily, « m'avez-vous pardonné? » « Nous avons compris que nous avions eu tort, » répondit son père. « Tu as choisi la maternité et nous t'avons puni pour cela. Pardonne-nous. » La réconciliation fut lente, prudente, mais sincère. Les parents acceptèrent de leur rendre visite, de rencontrer John et de connaître toute l'histoire. Au printemps, ce que tous attendaient mais n'osaient nommer arriva. John fit sa demande. Pas dans un restaurant, pas à genoux avec une bague, mais simplement à la maison, alors qu'il couchait Noah. Le petit s'était endormi dans ses bras et John dit doucement. « Emily, veux-tu devenir ma femme? Tu le veux vraiment ou tu crois que tu dois? » demanda-t-elle. « Je le veux de tout mon cœur. Je t'aime et j'aime Noah comme mon propre fils. Et moi je t'aime, avoua-t-elle. Pas pour ton aide, ni pour ton argent, mais pour ce que tu es. Alors épouse-moi. » « Oui, » répondit Emily en souriant. « Bien sûr que oui. » Noah se réveilla à leur chuchotement, regarda les deux adultes enlacés et applaudit joyeusement. « On dirait qu'il approuve, » rit John. « Papa, » dit soudain Noah en tendant les bras vers lui. C'était son premier mot, et le plus important de la vie de John. Le mariage fut modeste, seulement les plus proches, les parents d'Emily, les collègues de John, le docteur Harris qui avait soigné Noah la première fois. Le petit garçon de 2 ans était le témoin, vêtu d'un minuscule costume et d'un sérieux étonnant. « Moi, John, je te prends, Emily, pour épouse, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Je promets de t'aimer, toi et Noah, toute ma vie. D'être le père qu'il n'a jamais eu, le mari que tu mérites, et l'homme digne de l'amour que vous me donnez. Et moi, Emily, je te prends, John, pour époux, » répondit-elle. « Je promets d'être l'épouse qui te soutiendra dans les épreuves et partagera la joie. La mère qui élèvera nos enfants dans l'amour. Et la femme qui n'oubliera jamais que tu nous as sauvés. Tu n'as pas pris mon repas, » dit John après la cérémonie en serrant sa femme dans ses bras. « Tu m'as donné tout ce qui me manquait, une famille, de l'amour, un avenir. Et toi, tu m'as donné la foi que la bonté existe, » répondit Emily. Elle montra alors que la véritable famille n'est pas seulement une question de lien de sang, mais le choix d'être ensemble chaque jour. Noah courait entre les invités, riait, appelait tout le monde, papa et maman, sans distinction. John le regardait et comprenait que cet enfant lui avait appris à revivre. Le soir, quand les invités furent partis, ils restèrent tous les trois dans le salon de leur nouvelle maison. Noah dormait sur les genoux de John. Emily était blottie à ses côtés. « Tu sais à quoi je pense ?» dit-elle. « À ce soir-là au restaurant. Si tu m'avais demandé et que j'avais refusé, » commença John. « Non, je n'aurais pas refusé. Quelque chose me disait déjà que vous étiez mon salut. Nous, avec Noah? Oui. Tu m'as appris à ressentir à nouveau, et lui à me réjouir de la vie. Et maintenant?
Maintenant, nous sommes une famille. Une vraie famille. Et c'est pour toujours. Noah ouvrit les yeux, les regarda et sourit. Maman, dit-il. Papa? Oui, mon chéri, murmura Emily. Maman et papa seront toujours là. John serra plus fort sa femme et son fils. 10 ans plus tôt, il avait perdu sa famille et pensait que c'était la fin. Aujourd'hui, il comprit que ce n'était que le début d'une nouvelle histoire. Une histoire montrant que l'amour ne s'éteint pas avec la mort, mais continue dans de nouveaux cœurs, de nouvelles étreintes, de nouvelles occasions d'être heureux. Tout avait commencé par une simple demande de nourriture, et s'était transformé en une histoire montrant que les actes silencieux de bonté peuvent changer une vie à jamais.